Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. La drépanocytose est une maladie génétique qui sévit pour la plupart du temps en Afrique. Vivre avec ce mal est aujourd'hui possible. Les acteurs de la santé sensibilisent sur les moyens de prévention et de prise en charge. Près de 1,4 million de personnes décèdent chaque année dans le monde d'une hépatite selon l'OMS. Mais pour être soigné encore, faut-il savoir que l'on est malade? Le dépistage reste la solution. Et puis la question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont une part importante dans ce système de dégradation. Que faire? On en parle. Merci de votre fidélité. La session 2020 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle CAP se tient depuis ce lundi 22 juin sur toute l'étendue du territoire national. Un examen sur fond du respect des mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Port de masque et lavage de mains sont obligatoires dans les établissements. Au total, 4 875 candidats planchent pour l'obtention de leur parchemin, soit un léger accroissement de 1,92% par rapport à l'année dernière. 15 centres ont été sélectionnés pour abriter les compositions dans 17 filières, au nombre desquelles les sciences et techniques industrielles, l'économie familiale et sociale, l'hôtellerie et la restauration, ainsi que les sciences et techniques des métiers d'art. C'est une maladie chronique négligée dont l'importance au regard de la santé dans le monde ne cesse de croître. La drépanocytose est une affection invalidante qui dure toute la vie. Peut-on vivre aujourd'hui avec la drépanocytose? Quelles sont les actions nécessaires pour améliorer la vie de ceux qui vivent avec cette maladie? La réponse à ces interrogations dans ce reportage de Rodrigue Babagbeto. C'est à l'âge de 19 ans que cette jeune patiente apprend qu'elle est drépanocytaire. 2 ans après, elle doit faire face à une complication chronique de la maladie. Ses os se détériorent. C'est pas facile. Quand les crises viennent, on a mal partout. On prend nos comprimés. On a juste envie que les douleurs cessent. Impuissante face à cet état de son enfant, une mère dont la voix trahit le lourd regret que les yeux arrivent facilement à ne pas exprimer. La patiente pourra bientôt recouvrir l'entièreté de ses os. Seulement, son état actuel aurait pu être évité. L'idéal aurait été de pouvoir prendre en charge au plus tôt, dès la naissance. On pose le diagnostic de la drépanocytose si cette maladie existe chez les enfants, pour que ces enfants fassent l'objet de suivi systématique et régulier. C'est seulement de cette façon qu'on peut prévenir la survenue des complications aiguës et éviter la survenue de ces complications chroniques. La prise en charge, elle reste aujourd'hui la meilleure solution si le drépanocytaire veut voir devant lui de meilleurs jours et se fait en fonction de l'état clinique du patient. Nous avons la prise en charge primaire qui concerne le style de vie que doit adopter le patient drépanocytaire, qui inclut les consultations trimestrielles, les contrôles trimestriels. Le patient est censé boire 3 litres d'eau plate par jour. Quand la crise est sévère, il nécessitera d'une hospitalisation, des antalgiques, une antibiothérapie qui est probabiliste selon le tableau clinique du patient. Dès lors que le malade accède aux soins, je pense qu'il pourra vivre comme tout le monde. Guérir de la drépanocytose est bien possible aujourd'hui grâce à la médecine. Il y a des possibilités d'aller faire ce qu'on appelle de l'allogreffe. Ça veut dire qu'on va remplacer la moelle osseuse du patient, de la personne qui est drépanocytaire, par une moelle osseuse d'une personne qui n'est pas drépanocytaire. Et ça se fait déjà. Ça se fait même au Nigeria à côté. Ça se fait au Maroc. Ce qui vient et qui est en cours et qui va révolutionner beaucoup cette maladie,
c'est la transgénétique. Des opérations encore très coûteuses et très contraignantes. Pour les médecins, le seul rempart est de ne pas s'unir quand les deux conjoints ont une électrophorèse de type AS ou AC. On reste toujours dans le domaine de la santé, souvent qualifiées de tueuses silencieuses. Les hépatites sont multiformes et seul un dépistage précoce permet de connaître son état séminiologique. Quelles sont les voies de transmission et les traitements disponibles pour soigner les hépatites? Reportage Olivier Aklakou et Marianne Bossemende. Dans le monde, il existe plusieurs formes d'hépatite virale. Selon le dernier rapport mondial de l'OMS, 325 millions de personnes sont atteintes de l'hépatite B ou C. Les spécialistes évoquent des causes variées. Et ces virus sont désignés dans l'ordre alphabétique suivant leur découverte de A, B, C, D et E. Au Bénin, c'est les causes infectieuses. Et dans ces causes infectieuses, on va parler des causes infectieuses virales. Il y a les causes toxiques et il y a des causes métaboliques. Ça concerne les sujets qui sont souvent très obèses. Il y a d'autres causes, les causes immunologiques, les tisanes que vous prenez, certains médicaments aussi qui peuvent être cause d'inflammation du foie. Au Bénin, les hépatites B ou C exposent plus à la chronicité lorsqu'ils ne sont pas tôt détectés, tant les signes sont silencieux. Il y a ce qu'on appelle les infections aiguës et les infections chroniques. Aiguës pour dire que le délai de l'infection ou de l'inflammation jusqu'à la guérison de la maladie, ça n'excède pas les 6 mois. Quand l'infection évolue au-delà des 6 mois, on parle de chronicité. Et si vous passez à la phase chronique, ce qui voudra dire que vous êtes exposé aux complications. Et notamment les complications, c'est la cirrhose et c'est le cancer du foie. Dans 80% des 2 cas, il n'y a pas de signe. Avant que l'ITER n'apparaisse, généralement, vous avez de la fatigue, de la fièvre, des douleurs dans les articulations. L'hépatite est qualifiée de tueur silencieux. Son mode de transmission reste tout précoce et dangereux. La majorité ont l'hépatite B, mais c'est une contamination qui se fait très tôt dans les premières heures de vie, de la mère à l'enfant. Ça peut se faire de façon horizontale avec les enfants vivant sous le même toit. Les autres voies qui sont sexuelles ou bien sanguines, c'est beaucoup plus rare. Le virus C, c'est une contamination purement sanguine. Avec l'évolution de la science, il existe aujourd'hui un vaccin pour prévenir les hépatites et des moyens de traitement pour les personnes atteintes. On a du vaccin monovalent pour vacciner systématiquement dès les premiers jours de vie tout enfant qui naît. La vaccination pour l'hépatite B, il faut dire chez l'adulte, c'est le schéma à 3 doses. Concernant la forme aiguë, chez l'hépatite B, il n'y a généralement pas de traitement. C'est le repos et il faut éviter d'autres produits qui agressent le foie davantage. Tout rentre dans l'ordre, l'organisme se charge de régler le problème dans les 6 mois. C'est seulement ceux qui font une hépatite chronique active, c'est ceux-là qu'on prend en charge. Parce que le traitement qu'on donne pour l'hépatite B, c'est un traitement à vie. Alors que pour l'hépatite C, c'est un traitement de 3 mois et là, vous avez la guérison dans les 3 mois après le traitement. Le Bénin se situe dans une zone de forte endémicité. Pour plus de sécurité, les médecins recommandent le dépistage précoce et la vaccination chez les sujets sains. Le 23 juin a été désigné par l'Assemblée générale des Nations unies comme Journée internationale de la fonction publique. L'objectif est de célébrer les valeurs et les vertus du service public pour les communautés. Le service public au niveau national et international a en effet un rôle décisif à jouer dans la mise en œuvre des objectifs de développement. Le 23 juin est l'occasion de mettre en avant à la fois le travail des agents de la fonction publique et d'encourager les jeunes à choisir et à poursuivre une carrière dans le secteur public. Parlons maintenant environnement. La baisse de fertilité des sols constitue une des principales difficultés que connaît actuellement l'agriculture béninoise. Les terres cultivées s'épuisent à un rythme accéléré et les rendements des cultures baissent continuellement. La question de la dégradation des sols reste d'actualité et préoccupe plus d'un. Les changements climatiques ont aussi une part importante dans ce système de dégradation. Que faire face à ce phénomène? Dr Félix Kouelo, maître assistant en sciences des sols au CAMES, nous éclaire. Tout récemment, au niveau de 17 communes, nous avons constaté que 16 à 20% des terres sont érodées.
donc à un niveau de dégradation élevé. Et au niveau de ce phénomène, nous avons surtout les pratiques inappropriées des agriculteurs, telles que l'utilisation abusive des engrais et des pesticides, et nous avons les feux de brousse, et nous avons la destruction du couvert végétal. Au fait, l'eau et le vent ne constituent pas tellement une menace pour les sols, mais sont les agents naturels de la dégradation. Il faut sensibiliser les acteurs du monde agricole. Si ces acteurs n'ont pas conscience de l'effet de leurs mauvaises pratiques sur le sol, ils ne pourront pas changer de comportement. Et deuxièmement, il faut mettre à leur disposition les bonnes pratiques. Et quand on parle de bonnes pratiques, il faut éviter par exemple les feux de brousse. Et pour éviter les feux de brousse, il suffit de faire un paillage que nous appelons mulching. Donc, l'agriculteur nettoie sa parcelle, mais il laisse les résidus sur place et il fait le semis dans les résidus. Ensuite, il faut limiter le labour. Il faut faire un minimum labour ou bien il ne faut pas du tout faire le labour. Ensuite, il faut associer à l'utilisation des engrais chimiques les engrais organiques. Aussi, pour ce qui concerne les insecticides et les herbicides, nous avons des plantes à effet insecticide, donc des extraits de plantes que nous pouvons utiliser pour tuer les ravageurs. Et là, on n'aura pas besoin d'utiliser les insecticides. Et là, on peut alors protéger les terres. Information hors du Bénin, 54 milliards, c'est le budget dégagé pour financer les jeunes agripreneurs. Un programme qui a possible 150 000 jeunes ruraux de 15 à 35 ans répartis dans 8 régions du Sénégal. Le FIDA, l'ABAD et le gouvernement sénégalais sont les principaux bailleurs de ce projet destiné à l'autonomisation de ces jeunes dans les filières agro-silvopastorales. Reportage Abibou Mbaye. Le contexte Covid-19 éloigne certes les acteurs agricoles, mais l'ampleur des défis pour les jeunes ruraux agripreneurs les rapproche. En visioconférence depuis Paris, le directeur régional FIDA Afrique de l'Ouest ne pouvait manquer le lancement de ce projet dont les 30 milliards de francs CFA sont financés par son institution. Ce projet d'un coût de 54 milliards de francs CFA devrait aider à une meilleure implication des jeunes dans l'exploitation des opportunités de chaîne de valeur agro-silvopastorale dans la zone des Niayes, le bassin arachidier, la zone silvopastorale et la moyenne et basse Casamance. Le gouvernement du Sénégal, le FIDA, l'ABAD cible 150 000 jeunes de 8 régions du Sénégal avec des objectifs clairs. 150 000 jeunes dans 8 régions du Sénégal pour permettre à ces jeunes non seulement la formation professionnelle de qualité, mais le financement, l'accompagnement dans ces filières. Ce projet a comme innovation majeure le fait de mettre en relation la formation professionnelle, l'insertion et l'accompagnement des jeunes, le financement. Dans le cadre aujourd'hui, ce qu'on appelle un peu communément l'incubation des jeunes, pour leur permettre également d'avoir des business models bancables et d'accéder au financement. Un manque de financement qui expose les jeunes à la précarité. Chaque année, c'est entre 160 000 et 200 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail, dont 57% sont des ruraux. Je veillerai personnellement à ce que cette belle initiative du gouvernement du Sénégal, appuyée par la BAD et le FIDA, qui est le projet d'appui à l'insertion des jeunes ruraux agripreneurs, en wolof Tekki Ndaw Ñi, venu à son heure, car cadrant parfaitement avec les orientations stratégiques des plus hautes autorités de notre pays, soit couronné de succès. Surtout en cette période de pandémie de Covid-19, où la souveraineté alimentaire et nutritionnelle est plus que nécessitée. En ciblant les filières agro-silvopastorales et halieutiques, l'insertion économique de jeunes agripreneurs va renforcer 25 000 entreprises viables et offrir 5 000 emplois décents à des jeunes et des femmes des zones cibles.
Et puis au Kenya, l'industrie textile locale souhaite une interdiction définitive des importations de vêtements d'occasion pour dynamiser la production locale. La mesure a été imposée de manière temporaire en mars dernier pour limiter la propagation du coronavirus. Selon plusieurs acteurs, cette restriction commerciale représente une opportunité unique pour relancer un sous-secteur textile-habillement dont l'essor est plombé par les produits à bas prix. Du côté des observateurs, on doute que cet appel débouche sur une réponse favorable du gouvernement. En effet, le pays a déjà reculé il y a quelques années sur ce sujet, sur fond de menaces d'exclusion par les USA de l'AGOA après une plainte de l'Association américaine de l'industrie des matières secondaires du textile. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.